Salut tout le monde, j'espère que cet enregistrement-là va être la bonne parce que j'ai eu des problèmes avec mon micro, problèmes avec l'enregistrement. C'est pas la première fois que je refais l'enregistrement. Puis c'est ma dernière tentative. Donc je voudrais vous parler aujourd'hui de quelque chose que j'ai vécu concernant le S&P 500. Vous savez, souvent on vous parle de fenêtres d'opportunité. On utilise des grands termes comme ça là, qui sont un petit peu suppositoirisants. Pour vous exposer des choses dans l'univers du trading. Puis on essaie de faire sérieux, puis de vous donner l'impression, là, par procuration, qu'en utilisant des grands termes comme ça, vous allez devenir meilleur. Fenêtre d'opportunité. Donc, une fenêtre d'opportunité, ça laisse sous-entendre que le trader est en mesure, à un moment donné, de bien déterminer ce qui pourrait être valable pour lui, puis trader cette chose-là. Donc aujourd'hui, j'ai eu une très bonne journée de trading globalement. J'ai tradé Facebook qui a monté beaucoup, une heure avant la fermeture des marchés et encore plus en post-market. On voit ça de plus en plus dans la période de crise. À un moment donné, on pourra expliquer pourquoi. Et j'ai tradé MNRA aussi qui a été positif ce matin. En fait, je dis ce matin, hier matin, parce qu'actuellement, il est 2 heures du matin. On est à l'heure de l'Est, à Montréal. Donc, notre heure est la même qu'à New York. Pour les gens qui nous écoutent d'Europe, là, ça vous permet de vous situer un peu. Donc, évidemment, comme trader, on sélectionne des titres. On essaie de voir les choses, ce qui pourrait survenir. Puis, on s'ajuste à la réalité pour éventuellement pouvoir en profiter. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai pris une position sur le S&P 500, pensant que la consolidation, l'espèce de range qui se produisait, qu'il allait avoir une cassure baissière parce que je considérais que les marchés pétaient plus haut que le trou et j'avais l'impression qu'éventuellement, on verrait une rétraction. J'ai eu encore cette impression-là, même si je me suis complètement planté aujourd'hui parce que M. Trump, en fin de journée, a fait une sortie. Et là, il nous a annoncé qu'il allait rouvrir finalement, qu'il allait repartir l'économie État après État. Il pensait rouvrir la frontière canado-américaine. Pour ceux qui l'ignorent, de Montréal, la frontière américaine est à 35 minutes. Donc, pour nous, c'est très familier. Les États-Unis, on a de la famille là-bas. Il y a eu un exode québécois à un moment donné où il y a plus de 2 millions de gens d'ici qui ont été s'installer là-bas. On a de la famille. On va régulièrement à Boston, à New York, c'est à côté. Donc, c'est quelque chose qui, pour nous, là, est très familier. Donc, c'est juste pour contextualiser un petit peu la chose. Donc, M. Trump parle de rouvrir la frontière et il dit qu'il va repartir l'économie, là, sort son lapin du chapeau. C'est pas plus compliqué que ça. Pour lui, il n'y en a pas de problème. Il suffit de vouloir. Bon, évidemment, pour moi, c'est de la pure bullshit. C'est de l'illusion. C'est de la poudre aux yeux. C'est à la hauteur de ce que Trump fait régulièrement. Et je crois pas qu'on arrive à faire les choses aussi simplement. D'ailleurs, il y a eu un rapport récemment, l'Université d'Harvard, qui dit que le confinement tel qu'on le connaît actuellement pourrait durer jusqu'en 2022. Donc, c'est du stock, là. C'est pas quelque chose qui est banal. Évidemment, par rapport à ce confinement-là, on peut avoir adopté différentes positions. Hier, j'écoutais un type dont le nom m'échappe, c'est un journaliste américain qui était dans une petite ville japonaise qui avait de l'air vraiment chouette et il marchait aux abords d'un petit cours d'eau en nous expliquant tous les dangers potentiels des prises de position gouvernementales par rapport au confinement sur nos libertés civiques. Donc, c'est sûr que ça soulève des questions, mais on est dans une espèce de catch-22. Si le gouvernement n'avait pas pris ces décisions-là, on l'aurait probablement critiqué. Et étant donné qu'il a pris ces décisions-là comme il l'a fait, ben on se permet aussi une certaine critique. C'est pas malsain en soi, mais à un moment donné, on pourrait dire que devenir une espèce de coach d'estrade et de seulement critiquer sans nécessairement amener de solution, ben c'est quand même relativement facile. Mais ça a son utilité, on en convient. Et moi aussi, je me pose des questions par rapport à ce qui pourrait subvenir et je crois pas que l'État soit gentil et fine et qu'elle veuille sur le fond notre bien nécessairement. C'est pas si simple. Donc oui, il faut se méfier. Le rapport nous disait que compte tenu d'une possibilité d'une deuxième vague, de la mutation des gènes, compte tenu des problématiques qu'on peut rencontrer si on repart l'économie comme auparavant, là, si tout le monde se rencontre à certains carrefours, ben on risque
de faire quelques pas de reculons beaucoup plus rapidement et que les avancées qu'on aura faites vont s'effacer là, vitesse grand V. Donc, au niveau de la stratégie à adopter pour revenir à la normale, il y a des questions à se poser. Puis le problème actuellement, c'est qu'on est avec des démagogues qui essaient de nous faire croire leurs mensonges. Je pense à M. Trump tout particulièrement, qui est en haut de la pyramide. Là, on est à un niveau olympique ici. Dernière chose, un petit peu dans le même ordre d'idée, on va parler de slogan, de facilité. Vous savez, aux États-Unis, dans les années 20, il y a eu Dale Carnegie puis Napoleon Hill qui ont écrit un livre, The Law of Success. Comme s'il y avait une façon, une mécanique, là, il y avait un calcul, OK, qu'on pouvait utiliser dans la vie de tous les jours pour réussir. La réussir, là, c'est un peu comme une recette. Tu mets un peu de sel sur ton poisson, un peu de poivre, tu fais frire les 2 bords, ça y est, tu as de la bouffe pour le souper. Et ces livres-là ont eu finalement un gros impact sur la société nord-américaine. Et après ça, il y a eu le Dr. Murphy dans les années 50, je pense. Bref, il y a eu toute une vague de super motivateurs qui nous disaient qu'il suffisait de vouloir quelque chose pour que ça devienne vrai. C'est que tu te mets à penser que tu vas te grossir le pénis de 4 pouces, ça va arriver comme ça parce que tu le veux. Malheureusement, les choses sont pas si faciles. Et puis, pourtant, les gens continuent d'accepter qu'on les prenne pour des valises. Parce que de plus en plus sur YouTube, on vous vend des cours trading en ayant comme amorce, comme accroche, des phrases du genre « les 5 meilleures astuces pour trader le GBP USD ». Les 3 meilleurs indicateurs pour trader avant 8 heures le matin sur le pre-market. On vous prend pour des cloches. Le trading, on peut pas encapsuler le trading de cette façon-là. Évidemment, il y a une méthode à adopter quand on est un trader. Vous avez des choses à faire, il y a des outils que vous allez utiliser. Mais le raisonnement d'un trader sort de la boîte complètement. Si vous êtes aussi formel dans votre approche que les slogans qu'on utilise pour finalement vous embrigader, ben je pense pas que vous ayez un avenir resplendissant dans un domaine comme le nôtre. Il faut être un petit peu plus libre penseur, puis il faut être capable à un moment donné de comprendre que les gens qui nous arnaquent de cette ou nous hameçonnent de cette façon-là, ben leur intention, c'est de nous vendre quelque chose, puis de pas nous prendre au sérieux. Et ça, le deuxième terme, c'est là où ça cloche. C'est que moi, je déteste me faire prendre pour un poisson. Quand quelqu'un fait ça, je comprends où il veut en venir, puis généralement, ça me braque. Donc, j'espère que vous allez faire un peu la même chose par rapport à ces milliers de sites-là où on vous bouscule dès le départ de cette façon-là, d'une façon hyper convenue. Soyez critiques un peu. Si vous êtes des traders, donc faites-vous pas prendre par ces espèces de cornichons en pot-là qui utilisent des petites phrases simples et des petits slogans construits pour vous donner, jouer sur vos émotions. Si c'était si simple, trader, tout le monde y parviendrait. Donc, chez Orbital, on ne prend pas les étudiants pour des cloches. On fait appel à leur intelligence. Évidemment, il y a des façons de procéder. Il y a un processus. Mais le processus, c'est un petit peu comme mettre ses souliers pour aller faire une course. Okay? Le soulier, c'est l'élément clé qui va nous permettre de faire la course, mais la course en soi va nous permettre une multitude d'expériences. C'est variable, varié. Donc, le trading, c'est la même chose. Puis, essayez de vous vendre, de vous donner le goût des marchés en vous sortant des platitudes du genre. Ben, j'ai l'impression qu'on est dans le fast-food. Et ça, c'est pas nécessairement extraordinaire. Donc, dans les prochains jours, on va vous revenir avec des analyses. On va commencer à faire des analyses ensemble sur graphique. Donc, de l'analyse technique. On va parler aussi d'analyse fondamentale. L'idée ici, c'est pas d'avoir raison, comme vous l'avez compris. C'est d'échanger avec vous, de voir vos commentaires. Donc, gênez-vous pas si vous aimez le contenu de nos vidéos. Si vous commencez à nous écouter, vous voyez que c'est nouveau. Si vous avez l'impression qu'on amène quelque chose, de l'eau au moulin, qu'on est différent, et je crois qu'on l'est, ben faites-nous un thumbs up,
pesez sur le petit piton en dessous, là. Ça donne pas de court-circuit, vous prendrez pas de choc électrique. Puis pour nous, évidemment, c'est motivant. C'est le fun de savoir que vous êtes là. Donc, inscrivez-vous si vous voulez avoir plus d'informations sur le groupe Orbital Trading. Venez nous voir, on a une page publique, Orbital Trading School. On est aussi sur Telegram et de plus en plus, là, on va essayer de vous rejoindre. Je pense qu'on a quelque chose à partager avec vous qui pourrait peut-être vous intéresser. Merci beaucoup.